Il y a encore quelques retardataires qui sont certainement au café, mais on va quand même démarrer histoire de tenir le timing. Aujourd'hui, je vais très rapidement passer la parole à deux de nos sponsors qui vont intervenir en keynote ce matin. Veso, qui va démarrer, donc Veso, une société de services pure player SQL Server, donc vraiment très spécialisée, qui a un bon regard sur notre métier, sur notre écosystème, mais bon, ils vont vous expliquer tout ça. Je voulais juste remercier tous ceux qui étaient là hier et bien sûr remercier les gens qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Alors je sais que certains ne peuvent venir qu'une journée, donc merci pour ceux qui sont venus aujourd'hui, qui n'étaient pas là hier, et merci à ceux qui étaient là hier et qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Je ferai juste rappeler quelques points pour terminer cette deuxième journée, pour commencer cette deuxième journée des journées SQL Server. Il y a un concours Twitter qui est en cours. Je ne sais pas si vous êtes tous aficionados de Twitter, mais Twitter est un bon moyen pour se tenir informé. Je ne vais pas dire que ça remplace les blogs ou les forums, mais c'est un bon complément et ça permet de se tenir informé. Le GUS communique énormément sur Twitter. Quasiment toutes les annonces qu'on fait, les événements sont relayés sur Twitter. Et donc, on fait un petit concours Twitter. Il y a des clés USB avec les sessions du Pass à gagner. Donc le Pass, la plus grande conférence SQL Server du monde. Donc il y a des cadeaux assez sympas à gagner. Donc pensez à suivre Twitter, à répondre aux questions. Elles sont pour la plupart assez simples à répondre. Il suffit juste de suivre les sessions et d'écouter ce que disent les speakers. Deuxième chose, également, il y a une table ronde sur l'agilité qui est organisée à midi. Donc si vous êtes intéressé par l'agilité autour des métiers de la donnée, donc bien sûr que ce soit BI ou SQL Server, on a une table ronde qui est organisée à midi en salle Corail. N'hésitez pas à aller voir les gens du GUS pour demander où c'est, pour vous inscrire. On a des clients, on a des spécialistes de l'ALM, des MVP, tout un tas de personnes qui viendront discuter de l'agilité, donc quelque chose d'assez intéressant qui sera le préambule de la track agilité de cet après-midi. Dernier point aussi, on a une session en anglais aujourd'hui. On a le privilège d'avoir un grand speaker qui est Marco Russo, juste ici, qui, même s'il est italien, alors il a préféré vous faire la session en anglais pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc je préfère le préciser parce que ce n'était pas forcément marqué sur l'agenda. Toutes nos sessions sont en français, sauf cette session qui sera en langue anglaise. Mais je pense que si vous êtes tous professionnels de l'informatique, vous arriverez à comprendre, et surtout si vous parlez le DAX, puisque ça sera une session sur le DAX, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais laisser la parole à notre sponsor depuis 3 ans quand même, depuis le début des journées SQL Server. Donc Cham qui va vous parler pour Veso. Merci. Bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette séance plénière. Je suis Cham Unmar et je suis accompagné de Philippe Pimonta. Nous représentons donc la société Veso. Et durant ces 20 prochaines minutes, on va vous donner un aperçu des évolutions du métier de DBA au cours du temps. Alors pourquoi 10 ans? Puisque visiblement on a plus que 10 ans d'expérience autour de SQL Server. C'est tout simplement un clin d'œil à notre société Veso, puisque nous fêtons cette année les 10 ans de Veso. Alors Veso, qu'est-ce que c'est? C'est une société de services, de conseil et d'expertise. On intervient sur 5 domaines de compétences qui sont le CRM et le marketing. Donc nous intervenons sur des projets plutôt aux côtés des directions métiers, donc le marketing et les directions commerciales, pour la mise en place de solutions qui s'appuient sur Microsoft Dynamics CRM et sur Neolan pour la partie gestion de campagne marketing. Nous intervenons également donc, sur le décisionnel et sur le collaboratif autour de plateformes de technologie Microsoft, donc SQL Server, Power Pivot, Power View, etc., pour la partie décisionnelle, et sur SharePoint. Et enfin, la 5e offre, qui est l'offre historique en fait, de Veso, concerne toutes les interventions autour des bases de données du moteur relationnel. Donc là, on va intervenir sur des projets techniques de mise en place d'infrastructures, d'architecture un peu complexes. On va intervenir sur des missions de gestion des bases de données classiques, d'administration courante. Mais également, on va intervenir sur des missions d'audit et d'expertise. On réalise une trentaine de missions d'audit et d'expertise par an pour aider nos clients à résoudre des problématiques de performance, d'optimisation du code, de mise en place d'infrastructures un peu complexes. Pour parler un petit peu de Veso, c'est une petite structure d'une quarantaine de collaborateurs
une grande majorité de ces collaborateurs sont certifiés SQL Server 2012, MCSI, MCSE. Et donc pour revenir sur ces missions d'audit, c'est un peu ce qui nous a inspiré en fait, c'est le contenu de cette présentation. Donc on va vous parler des évolutions du métier de DBA telles qu'on a pu les observer durant ces 10 dernières années. On va parler aussi des perspectives d'évolution telles qu'on les voit. On ne va pas vous prédire l'avenir sur les 10 ans, on n'a pas cette prétention, mais en tout cas, on va vous donner notre vision des évolutions qui vont venir par rapport aux tournures que prennent les outils. On va également parler des outils, des solutions que Microsoft a mises en œuvre au fil du temps pour résoudre les différentes problématiques qu'un DBA a pu rencontrer durant ces 10 dernières années. Donc, ces évolutions, on va les voir à travers 4 sujets qui sont l'augmentation de la volumétrie des données et de la demande en puissance de calcul. On va voir à quel point les exigences ont évolué en termes de haute disponibilité et de sécurité. On va voir aussi que ces sujets de haute disponibilité et de sécurité se sont démocratisés, ce qui était réservé tout d'abord aux entreprises du CAC 40 est redescendu vers les PME. Et enfin, on va parler des évolutions autour de l'écosystème en fait, de SQL Server et ce que ça implique en termes d'outils de développement et de briques autour de SQL Server et ce que ça a impliqué en fait, dans l'évolution du métier de DBA. Commençons par les sujets liés à la volumétrie, à la puissance de calcul. Tout d'abord un constat, on a tous vu les bases de données, en tout cas les plus anciens d'entre nous. On a tous vu des bases il y a 10 ans, il y a 15 ans qui faisaient quelques centaines de mégaoctets ou quelques gigaoctets, alors qu'aujourd'hui on est confronté à des bases qui se comptent en centaines de gigaoctets. De la même façon, le matériel a évolué. Il y a 15 ans, on était sur des serveurs avec un processeur, 2 processeurs, qui étaient des processeurs monocore, avec quelques centaines de mégas de RAM ou quelques gigas de RAM. Donc on a assisté pendant ces 10 ans à une augmentation du volume, mais également une augmentation du trafic autour des bases de données. On est passé de systèmes où on avait une base de données pour une application à un environnement aujourd'hui où on a vu une explosion des applications et donc une augmentation du nombre de connexions aux bases de données, aux serveurs de données. Donc, et puis au-delà de ça, on a eu aussi des clients qui ont eu une activité qui a cru pendant plusieurs années avec des chiffres de croissance qui étaient à 2 ou à 3 chiffres. Donc évidemment, quand on constate ça, on ne peut pas se contenter de proposer aux clients de multiplier par 2 ou par 3 leurs serveurs chaque année. Évidemment, on doit tenter de résoudre ces problématiques, en tout cas absorber cette hausse du trafic et cette hausse de la volumétrie. Et pour cela, le premier point, le premier axe, et je tenais à le rappeler, pour améliorer les performances, le premier travail va consister à optimiser le code. Optimiser le code SQL, optimiser le code des requêtes qui attaquent les bases de données, mais également faire un travail sur les index et sur le modèle de données. On a constaté lors de nos missions d'audit que dans 70% des cas, le travail sur le code et sur les index est suffisant pour résoudre les problèmes de performance. Je dis 70% des cas, c'est-à-dire que dans 30% des cas, ce n'est pas suffisant. Et c'est là que Microsoft, au fil du temps, nous a apporté des solutions techniques pour aller au-delà de ce qu'un code performant et un modèle performant peuvent faire. Quand on va travailler sur l'optimisation des performances, sur l'amélioration des temps de réponse, on va vite se rendre compte que le goulot d'étranglement, ce sont les I/O. Donc on va essayer de réduire le nombre d'accès au disque, le nombre de fois où on va chercher les données sur le disque. Donc pour cela, on va améliorer l'efficacité de la mémoire. Et donc pour vous présenter les solutions techniques que Microsoft a mises en œuvre, je vais passer la parole à Philippe. Bonjour. Oui, la télécommande est sensible. Ah, voilà, va mieux. Ok, premier outil qu'on a pu trouver en fait, pour faire face à ces défis de volumétrie sur SQL Server, c'est le partitionnement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant SQL Server 2005, on pouvait faire du partitionnement via en fait, ce qu'on appelle des vues partitionnées, où concrètement, on avait, pour prendre un exemple concret, on avait une table vente 2005, une table vente 2006, et ainsi de suite. Et on avait une vue partitionnée qui faisait tout simplement un union all sur l'ensemble de ces tables-là. Et du coup, quand on requêtait cette vue, le plan d'exécution était assez intelligent finalement pour aller requêter
uniquement pour aller prendre les données uniquement sur les morceaux de table qui nous étaient utiles. À partir de SQL Server 2005, ça a été tout de suite beaucoup plus simple puisqu'on ne gardait qu'une seule table et avec une fonction de partitionnement et une clé de partitionnement, SQL Server allait automatiquement dispatcher la donnée sur la bonne partition. Donc quelque chose quand même beaucoup plus simple. Gros avantage du partitionnement, c'est que ça permet de manipuler des tables qui ont une volumétrie assez énorme, mais ne manipuler finalement que des petits objets, des partitions. Donc un gros gain quand même. À partir de SQL Server 2008, beaucoup de choses. Le Resource Governor a une fonctionnalité qui était vraiment très attendue et qui permet en fait de définir un seuil minimum et un seuil maximum sur certaines ressources en fonction finalement de la chaîne de connexion, l'un des éléments de la chaîne de connexion. Typiquement, une application ou un login, on peut lui dire de n'utiliser qu'un seuil minimum et un seuil maximum de RAM ou de CPU. Il manquait quelque chose par rapport à ça, c'est la possibilité finalement de mettre aussi des ressources minimum et maximum sur les I/O disques. Petite chose qui manquait, à partir de SQL Server 2014, ça sera possible. On pourra définir ce seuil aussi sur les I/O. La compression de données, la compression en fait des données de la table ou des index sur les pages ou sur les lignes, fonctionnalité assez intéressante, surtout dans les dataware, où on a un certain nombre de données dénormalisées avec du coup des données assez répétitives. En compressant les données, on obtient des résultats assez intéressants, puisque finalement, on arrive à mettre beaucoup plus de pages en mémoire. Petite contrepartie, c'est juste une petite utilisation de CPU supplémentaire. À noter, dans certains cas où on a des données assez répétitives aussi sur des tables dans un OLTP beaucoup plus classique, on peut tout à fait aussi utiliser la compression de données. Ce n'est pas antinomique. Stream Insight a la possibilité finalement de pouvoir gérer un énorme flux de données en quasi temps réel. Donc ça a été aussi une grosse évolution et quelque chose qui était assez attendu. Et enfin, l'appliance PDW, Parallel Data Warehouse, je ne sais pas si vous connaissez. Concrètement, c'est une appliance, donc matériel et software, et qui permet de gérer des très grosses volumétries, typiquement quelques dizaines de téras, jusqu'au pétaoctet, au sein d'un data warehouse, en faisant de la parallélisation massive en fait, sur plusieurs nœuds. SQL Server 2012, grosse nouveauté, le Column Store Index. Column Store Index permet finalement de stocker les données non plus sous forme de lignes, comme dans un bitry classique, mais sous forme de colonnes. Et le gros avantage par rapport à ça, en utilisant le moteur XVelocity qui va comprimer finalement les données en mémoire, ça permet de monter énormément de données en mémoire, énormément de pages en mémoire, et d'être très performant. Typiquement, on avait des performances, des requêtes en étoiles sur les dataware qui avaient des performances x30, x40. Gros inconvénient quand même par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où on mettait un index column store sur une table, elle devenait read-only. Donc c'est assez compliqué à gérer. On pouvait passer outre avec du partitionnement et en faisant du switch de partition. C'est assez compliqué. À partir de SQL Server 2014, les column store index deviennent updatable. La table ne sera plus en read-only. Quelque chose aussi qui est très attendu. Et enfin, Always On. Always On, pourquoi? Parce que ça permet de faire du scale-out assez simplement avec SQL Server, tout simplement en dispatchant les requêtes qui font des lectures seules sur des réplicas secondaires. Cas d'utilisation typique, dans le cadre de reporting, au lieu de reporter directement notre base principale, notre réplica principal, on va requêter la base, le réplica secondaire. Autre cas d'utilisation classique, une source d'alimentation pour un ETL, au lieu de faire des requêtes read-only sur notre réplica principal, on le fait sur réplica secondaire. Enfin, dernière chose, tout simplement pour les backups, ressources qui sont, opération qui est assez coûteuse en termes d'I/O, pareil, on peut le faire sur le réplica secondaire et non plus sur le réplica principal. Donc du coup, on soulage le réplica principal, la base principale qui est en lecture-écriture, de beaucoup d'opérations qui sont assez coûteuses en termes d'I/O. C'est sympa. Et enfin, le futur, SQL Server 2014, le futur pas très loin finalement, début d'année prochaine, la partie in-memory. Donc, nouvelle partie, nouveau moteur qui est destiné finalement à mettre des données, des tables finalement en totalité en mémoire. Donc, la structure est complètement différente. Là, on oublie complètement le bitry. On va être sur des données très fortement compressées, optimisées pour de la mémoire, donc avec des performances aussi très importantes. Le défi qu'on fait face
par rapport au in-memory, c'est de pouvoir finalement gérer des tables avec beaucoup de contention, une très grosse contention au niveau des transactions, et de pouvoir augmenter le nombre de transactions à la seconde qu'on peut traiter. Et enfin, opération aussi assez intéressante à partir du moment où on utilise du in-memory, on a la possibilité d'utiliser des disques SSD en extension du buffer pool. Donc, assez simplement, finalement, on peut étendre notre mémoire en utilisant des parties d'un disque SSD. En termes de PRA et de haute disponibilité, auparavant, en fait, sur SQL Server 2000, on était plus dans une logique finalement de reprise d'activité. Donc, on effectuait des backup restore, on prenait le backup et on l'externalisait. Ou mieux, on faisait du log shipping, c'est-à-dire qu'on envoyait en fait les journaux de transaction au fur et à mesure, on restaurait la base sur un site distant qui restait en stand-by et qui attendait finalement, au cas où, s'il y avait un désastre sur le site primaire, pouvoir reprendre l'activité. Et on avait de la haute disponibilité par le cluster qui était déjà disponible à l'époque, depuis SQL Server 7, et qui permettait du coup de basculer une instance sur un autre nœud, et ce qui permettait en fait de se prémunir d'une défaillance hardware d'un des nœuds du cluster. Le problème, c'est qu'on avait quand même un point of failure unique qui était le sous-système disque. Donc si on perdait notre SAN sur lequel était notre base de données, on perdait l'ensemble des données. À partir de SQL Server 2005, on a essayé finalement de se prémunir de ce problème. L'idée, c'était de répartir, d'avoir une copie des données sur un autre sous-système disque. Deux possibilités se sont offertes, le mirroring et le GeoCluster. Mirroring, donc on envoie les données, les transactions en temps réel, en asynchrone ou synchrone sur un nœud secondaire finalement, et le GeoCluster, pouvoir répartir les données sur un site distant en faisant de la réplication de B. SQL Server 2012, on est plutôt sur une logique de très haute disponibilité avec Always On, qui finalement est une technologie qui allie le meilleur des deux mondes, du mirroring et du cluster. Mirroring pour la synchro des données, cluster pour la bascule. À partir de l'année prochaine, SQL Server 2014, et plus généralement la tendance à terme, c'est la virtualisation. Alors on l'avait la virtualisation auparavant, mais c'est vraiment la tendance, c'est qu'on essaie de virtualiser de plus en plus les infrastructures, et notamment d'utiliser Azure pour, par exemple, mettre un des nœuds d'Always On. Concrètement, on a notre système Always On chez nous, on a la possibilité assez simplement finalement de mettre l'un des réplicas secondaires sur Azure. De la même manière, au niveau des backups, il est très très simple finalement de mettre un backup et d'effectuer un backup sur une URL HTTP qui serait un blob storage sur Azure. De manière assez simple, assez transparente. En termes de sécurité, énormément d'évolutions aussi en termes de sécurité. Si on se remet 10 ans en arrière, on avait tendance à utiliser essentiellement une authentification SQL. Pourquoi? On avait des environnements hétérogènes, historiquement, etc. Et on avait tendance à utiliser systématiquement le login SA pour toutes les chaînes de connexion. L'un des gros problèmes aussi qu'on rencontrait très régulièrement était qu'on mettait un mot de passe vide pour le login SA. C'est quelque chose qu'on rencontrait assez souvent et ça a été l'un des gros problèmes de sécurité au niveau de SQL Server. Donc les choses ont évolué par la suite, tout simplement parce qu'en fait, l'une des best practices en fait, de Microsoft a été de privilégier l'authentification Windows. Donc ça a pu se faire puisqu'on s'est retrouvé avec des environnements beaucoup plus cohérents, avec du full Microsoft. L'apparition des rôles au niveau serveur, au niveau base de données, ce qui permettait de simplifier la gestion au niveau sécurité, et l'apparition de proxy, qui permettait de définir un certain nombre de règles spécifiques sur les jobs, SSIS ou autres. Les proxys étaient déjà disponibles, enfin, il y avait un proxy qui était disponible auparavant, c'était le proxy sur XP Command Chain, mais c'était la seule chose qu'on pouvait personnaliser. À partir de SQL Server 2008, énormément d'améliorations. Tout d'abord, les certificats qui permettaient de crypter des données dans la base de données. La possibilité de faire des audits, assez simplement, pour auditer les logins qui étaient faits sur la base, échec ou réussite, éventuellement auditer l'accès à certaines bases de données. Donc on faisait un create audit. Transparent Data Encryption qui permettait de crypter de manière très très simple notre base de données et aussi les backups qui étaient faits sur la base de données. Auparavant, si on n'utilisait pas de la TDE, d'ailleurs même aujourd'hui, si on n'utilise pas de la TDE,
Quand on effectue un backup sur une base de données, les données sont en clair. Si j'ouvre un notepad, bon, il faut être courageux pour ouvrir un gros fichier de base de données, mais on peut retrouver nos données en clair, et notamment nos données texte se retrouvent en clair dans le backup. En utilisant TDE, du coup, la base de données cryptée, le backup est crypté. Et enfin, la possibilité de mettre des permissions sur des securables. Alors, auparavant, on pouvait mettre des permissions uniquement sur les objets de base. À partir de 2008, on les met sur les securables. Une base de données est un securables. Si on veut faire un grand execute sur toutes les procédures stockées de notre base, il suffit de faire un grand execute au login sur un securables base de données, sur la base de données. De la même manière, un schéma est un securables. Donc ça permet une gestion beaucoup plus simplifiée de la sécurité. On n'est plus obligé de mettre un grand execute sur chacune des procédures stockées ou un grand select sur chacune des tables. À partir de SQL Server 2014, quelque chose qui est aussi très attendu, c'est qu'on aura la possibilité de restreindre des permissions au login sysadmin. Pourquoi? Tout simplement parce que si notre base de données a des données sensibles, on ne veut pas forcément qu'un administrateur de base de données sysadmin ait la possibilité de faire select sur les tables. Donc ça, on a la possibilité auparavant, si je reviens en arrière, ouais. Auparavant, quand un utilisateur était sysadmin, il avait tous les droits sur la base de données. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il pouvait requêter tout ce qu'il voulait. À partir de SQL Server 2014, on pourra faire un deny select sur certaines tables ou sur l'ensemble des tables. Donc l'administrateur, le sysadmin, pourra faire tout sur la base de données, pourra modifier le schéma, pourra faire ses opérations, mais ne pourra pas faire un select sur la base de données, par exemple. Et enfin, la possibilité de crypter le backup. Si notre base de données n'a pas de TDE, on pourra, indépendamment de l'utilisation de la TDE, crypter le backup. Très utile dans un scénario hybride où on fait un backup sur Azure. On aura tendance à vouloir crypter le backup sur Azure et pas le conserver en clair sur Azure. En termes de développement, énormément de modifications aussi en 10 ans. On se rappelle précédemment, un bon DBA devait connaître un peu de Transact SQL, un peu de Command Shell éventuellement, savoir faire du BCP pour charger et exporter des données de la base, un petit peu de SQL pour exécuter des requêtes sur les serveurs distants à partir par exemple d'un agent sur un serveur, et éventuellement du MDX. Bon là, il fallait en vouloir à l'époque, sur SQL 2000 et SQL 7, il fallait vraiment vouloir faire du OLAP, mais effectivement, un DBA qui connaissait MDX pouvait faire de l'OLAP. À partir de SQL Server 2005, les 3 grosses briques BI qui sont apparues, SSIS, SSRS, SSAS, avec leur lot de nouveautés aussi, par exemple la possibilité de faire des scripts .NET dans SSIS, du VB dans SSRS, et SSAS, CLR.NET aussi, la possibilité de faire des procédures stockées en .NET, DMX, qui permettait de faire des requêtes de data mining de prédiction. Donc pas mal de nouveaux langages, pas mal de nouvelles choses à acquérir pour le DBA. SQL Server 2008-2012, c'est PowerView, c'est DAX, PowerShell, SharePoint, l'intégration des outils BI de plus en plus présents dans SharePoint, MDS, Master Data Service, DQS, Data Quality Service, donc des nouvelles briques qui sont venues se rajouter et qui demandent aussi des compétences supplémentaires. Et SQL Server 2014 et Azure, c'est Power BI, donc encore une fois la partie BI qui s'étend. PowerShell d'autant plus pour toutes les tâches d'administration, PowerShell devient vraiment un outil central. HD Insight, l'Hadoop version Microsoft, HQL, Hive, Query Language, NoSQL, et ainsi de suite. Donc vraiment une grosse évolution en fait en 10 ans, puisque les briques n'ont pas disparu, elles sont venues se compléter au fur et à mesure du temps. Merci Philippe. Nous sommes en retard, donc je vais aller très vite sur cette slide. Vous l'avez compris. Vous m'entendez? Donc, vous l'avez compris, le métier de DBA s'est transformé. On est passé d'un métier très spécialisé sur le moteur, sur le noyau SQL. Il fallait connaître le Transact SQL, comme l'a dit Philippe. Et on va vers un métier qui va être beaucoup plus un métier de coordination. Donc, moins un métier de spécialiste, mais beaucoup plus un métier de coordination avec différents interlocuteurs. Et le monde de la donnée en lui-même va changer puisque on passe d'un monde où toutes les données étaient en gros stockées dans une base relationnelle vers un monde où la donnée va être déstructurée, elle va être dénormalisée, elle va être répliquée sur différents types de supports. Je parle du NoSQL, je parle de Hadoop par exemple, du Big Data. Donc
le rôle de DBA va devenir de plus en plus un rôle de chef d'orchestre. Et comme un chef d'orchestre ne peut pas maîtriser tous les instruments de son orchestre, un DBA va être au centre d'un système où il y aura de plus en plus de briques hétérogènes et où il va devoir discuter, dialoguer avec des spécialistes sur des technologies totalement différentes. J'espère que cette présentation vous aura permis d'avoir en tout cas cette ouverture. Effectivement, le métier de DBA sera moins un métier d'administration et beaucoup plus un métier d'architecture. La chose qui reste primordiale, qui restera primordiale dans le métier de DBA, c'est tout ce qui va concerner les performances, notamment l'optimisation du code, l'optimisation des requêtes SQL et l'amélioration toujours permanente du modèle de données pour obtenir de bonnes performances. Je tiens à remercier l'ensemble des sponsors, si la télécommande veut bien fonctionner. Merci, télécommande. Et je tiens aussi à remercier les membres du GUS qui ont passé beaucoup de temps sur leur temps personnel et de manière bénévole pour organiser cet événement. Sans eux, il n'y aurait pas de journée SQL Server, donc merci à eux et merci pour votre attention. Merci Cham et merci à toi aussi de nous supporter depuis 3 ans et de venir là. Plaisir. Donc merci aussi pour cet éclairage des 10 ans passés et puis un peu de projection sur les 10 ans à venir qu'on espère tout aussi fructueux que les 10 passés. Maintenant, je vais passer la parole à HP. Donc hier, nous avons eu Microsoft, l'un de nos sponsors Platinum, Vaisseau. Et donc maintenant, HP, cette année, nous avons 3 sponsors Platinum. On est content parce qu'on a bien sûr Microsoft qui est l'éditeur de SQL Server. On a une société de services, mais on a aussi un constructeur. Et c'est le triptyque important dans notre métier. Il nous faut les binaires d'un outil comme SQL Server. Il nous faut des intégrateurs pour mettre ça en place avec l'écosystème des sociétés de services. Mais il nous faut aussi des gens qui fabriquent le matériel pour pouvoir faire tourner tout ça. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Didier Kersenberg, directeur du programme architecture critique chez HP. Donc en fait, mon sujet, ça va être comment est-ce qu'HP peut vous aider. On a souvent tendance à penser qu'on est dans un monde x86 où toutes les technologies sont banalisées. Ce n'est pas forcément aussi vrai qu'on veut bien le penser. Et en fait, on l'oublie parfois, mais au cœur des architectures x86, il y a énormément de brevets. Et si on considère chez HP qu'on a de telles parts de marché, c'est parce qu'on a beaucoup de brevets et beaucoup d'écarts technologiques. Je ne vais pas forcément traiter tous les points qui sont évoqués sur ce slide, mais c'est important de noter que non seulement HP est leader du marché, mais que d'année en année, HP consolide encore sa position, et ce n'est possible que si on arrive à prouver à nos clients une vraie valeur ajoutée. Ce qui nous paraît vraiment important, c'est d'être capable d'accompagner les clients sur 3 axes. Un premier axe qui est vous permettre d'avoir une meilleure performance. Mais la performance ne fait pas tout. Un deuxième axe, c'est ce que j'appellerais le démarrage plug and play. C'est comment on fait pour vous simplifier tous les aspects, opérations, démarrage, mise en route des systèmes. On a de plus en plus, on est dans un domaine de l'agilité, les clients ont de plus en plus besoin de déployer très rapidement leurs solutions et il est important de pouvoir accompagner pour pouvoir faire ce type de déploiement rapide. Et le dernier point qui est absolument crucial, c'est la maîtrise des coûts d'opération. En gros, ce que je dis, c'est qu'il y a un certain effet de mode sur le terme appliance. Nous, ce qu'on dit, c'est finalement, si vous répondez à ces 3 critères, vous êtes capable de recréer une appliance, mais cette appliance peut être complètement personnalisée. C'est-à-dire, on est capable, chez HP, à partir d'une architecture optimisée, vous l'intégrer et vous la livrer chez vous clé en main, et vous permettre de l'opérer au meilleur coût. Donc, on va revenir sur chacun des points. Sur l'aspect performance, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites bien sûr au niveau du logiciel, mais il y a également beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau du matériel. Et ça a été évoqué, mais je pense qu'on enfonce une porte ouverte. Aujourd'hui, au niveau des bases de données, le point de contention principal, c'est les I/O. Pourquoi est-ce que c'est les I/O? C'est intéressant de regarder ce petit schéma. Sur les 10-20 ans qui se sont écoulés, la puissance des processeurs a été en gros multipliée par 500. Dans le même temps, la bande passante au niveau du réseau a dû être augmentée par 1000. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la technologie d'accès à la donnée sur disque n'a pas fondamentalement changé de tout ce temps-là. On augmentait la taille des galettes, mais pas la taille de la différence sur la technologie. Alors on est passé à du 15 000 tours, mais ce n'était pas le même niveau de rupture. Donc si on fait un rapport avec l'augmentation de la taille des galettes, dans le même temps,
le temps d'accès à la donnée sur 10 a été divisé par 100. C'est ce qui fait que dans quasiment aujourd'hui, dans toutes les architectures, en particulier bases de données, le point de contention, c'est les I/O. La grande nouveauté qu'on voit aujourd'hui arriver sur le marché, c'est qu'il y a un certain nombre de nouvelles technologies qui sont arrivées, qui permettent techniquement, sans optimiser la base, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas optimiser la base, hein, mais sans optimiser la base, on peut déjà avoir d'énormes gains de performance. Comme ça a été évoqué, beaucoup des gains de performance que vous pouvez avoir sont liés aux nouvelles fonctionnalités. Parfois, il arrive qu'on soit bloqué sur une ancienne version de produit. Et donc la seule façon d'améliorer les performances, c'est de jouer sur la composante hardware. Et même si vous êtes sur des nouvelles technologies, c'est aussi intéressant de jouer ce type d'accélération. Pour donner un petit peu une idée, le temps d'accès à la donnée sur disque, si on est sur une baie, ce qui est souvent le cas le plus fréquent sur un SAN ou sur un NAS, si vous utilisez des disques classiques, le temps pour accéder à une donnée peut aller jusqu'à 8 millisecondes. Si vous avez des disques SSD mais qui sont dans une baie et que vous passez par les contrôleurs de la baie, vous pouvez être dans les 3 millisecondes. Donc après, quand on va vouloir accélérer, on va regarder d'autres types de technologies. On va regarder les technologies type SSD, Solid State Disk, mais qu'on va mettre directement soit au niveau des serveurs, soit dans des baies qui vont être des baies full SSD, qu'on va pouvoir mutualiser à quelques serveurs, mais qui ne passent plus par des contrôleurs. Et là, on va réduire le temps d'accès à la donnée à 0,15 millisecondes ou à 0,1 milliseconde. Et une autre façon également d'améliorer la performance, on commence à le voir, il y a des possibilités dans PDW, il y en aura encore plus avec Hekaton, c'est de remonter jusqu'au in-memory. Et là, on le voit, même à 0,01 milliseconde, je suis hyper conservateur, ça peut être encore plus rapide que ça. Donc on voit bien, alors maintenant il y a un gradient de coût, hein, et nous, notre travail, c'est d'aider nos clients à trouver le bon gradient. Si un client qui n'a pas d'enjeu critique veut tout mettre in memory, je serais ravi de lui vendre la machine correspondante. Mais ça va être beaucoup plus coûteux que si on met sur disque. Donc en fait, toute l'idée, c'est de trouver le bon gradient, et HP dispose d'experts pour aider les clients à trouver ce bon gradient parce qu'on a toutes les offres en catalogue. Même chose, après la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je mets? Parce qu'on a la possibilité de plus en plus dans les bases de répartir. On peut par exemple choisir d'accélérer les index, soit en les montant en mémoire, soit en les mettant sur du SSD. On peut monter toute la base. Ce qui va aussi faire la différence, c'est la capacité des constructeurs à gérer l'équilibre global de la machine. Ça se sait peu, mais on a des benches où on montre que nos contrôleurs qui accèdent au disque étant plus efficaces, à machine égale, même quand on accède simplement à du disque, les machines HP peuvent être 20% plus performantes que des machines concurrentes. 20%, c'est énorme sur un serveur x86. Autre élément qui est important, la taille des bases qui peuvent être gérées. On dispose chez HP de serveurs, des Octopro, avec énormément de ports PCI, et récemment pour un client, on a fait une architecture qui permettait de mettre 30 téraoctets de SSD dans la machine. Ça veut dire que si vous avez une base de données qui fait 30 téra, on peut la mettre intégralement sur de la technologie accélérée. Et ça peut être beaucoup plus efficace que certaines appliances propriétaires de certains fournisseurs sur les petits besoins. Et après, au-delà, on va passer sur PDW, où on va aller sur des niveaux de puissance et de performance encore supérieurs. Donc ça, c'était sur l'aspect performance. Le deuxième aspect, c'est l'aspect plug and play. Pourquoi c'est important? Je discutais avec un client et je lui disais, mais pourquoi vous faites encore des systèmes Unix? Vous savez aujourd'hui que les systèmes x86 sont moins coûteux et plus performants. Qu'est-ce qui fait que vous utilisez encore ce type de système? Et la première réponse du client a été de me dire, oui, mais vous comprenez, quand on est sur nos systèmes Unix, on déploie en 5 minutes, alors que quand on est sur nos environnements x86, on déploie en 8 semaines. Pourquoi? C'était pour une raison qui n'était absolument pas technique, mais organisationnelle. Culturellement, quand ce client achetait un système Unix, il achetait un grand système et prénégociait avec les équipes système et les équipes réseau toutes les connexions. Donc après, avec ces éléments de virtualisation qui existent à l'identique dans le monde x86, l'équipe système qui opérait de façon centrale était complètement autonome pour déployer en 5 minutes. A l'inverse, dans le monde x86, tout nouveau projet voulait dire une nouvelle commande de serveur, une demande au service réseau, une demande au service stockage, et ils ne pouvaient pas déployer leur nouveau service en moins de 8 semaines. Ça, c'est quelque chose qu'on a été capable de traiter en mettant en place chez ce client des architectures convergées, où on lui a dit, vous ne changez pas vos process, vous vous contentez juste d'appliquer dans le monde x86 les mêmes processus que ceux que vous avez appliqués dans le monde Unix. Parce qu'au niveau technologique, on sait faire la même chose.
Et ça a l'air de rien, mais ça fait partie des points qui sont très importants en termes de processus. Et donc, dans l'aspect plug and play, il y a quoi? Aujourd'hui, si vous voulez commencer à avoir des systèmes intégrés, un peu plus étoffés, bah vous pouvez les commander. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, on va pouvoir tout vous livrer les éléments unitaires. Et après, charge à vous de les intégrer dans les racks. Ou alors, vous définissez avec HP quel est votre besoin. On le pré-intègre pour vous dans le rack, avec tous les câbles qui vont derrière, qui vont être étiquetés, et on vous livre la solution formatée selon vos besoins, éventuellement en ayant chargé les images GOS directement dans vos data centers. L'autre point qu'on voit, c'est tout ce qu'on appelle les systèmes convergents. En général, les gens savent que HP est le leader mondial sur les serveurs. Les gens ne sont pas toujours au courant que nous sommes également le numéro 2 sur les réseaux et le numéro 2 sur le stockage. Et là encore, en challengeant des gens qui sont dans des systèmes très propriétaires, avec des coûts significativement inférieurs et des technologies qui sont au moins égales parce qu'on a beaucoup de R&D. Mais on en revient à la notion de système convergent. On est capable de vous mettre en place un système qui va s'opérer de façon centrale, où d'une même interface, vous allez pouvoir piloter le système, le réseau et le stockage. Et ça simplifie énormément non seulement le déploiement, mais ça nous amène naturellement à la réduction des coûts d'opération. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le constate, moi j'ai aussi travaillé avec des clients qui utilisent les bons vieux mainframes. Et je posais la question à un client, mais pourquoi vous achetez encore du mainframe? J'aime bien poser ce type de questions aux clients parce que c'est toujours très instructif. Hein, plutôt que de prétendre qu'on sait mieux faire, on demande au client pourquoi il fait. En général, il a une raison. Et il y a un certain nombre de clients qui me disaient, moi j'utilise encore du mainframe parce que mon mainframe me coûte moins cher à opérer que mes systèmes x86. Et en fait, c'était lié à quoi? C'était lié principalement au fait que quand il était dans son environnement mainframe, il avait un système intégré et convergent. Alors que quand il était dans le monde ouvert, il y avait plein d'équipes différentes qui se renvoyaient la balle. Autrement dit, il n'y avait pas moins de problèmes sur le mainframe, mais quand il se produisait un problème sur le mainframe, il y avait une équipe unique qui prenait la responsabilité globale de la résolution. Alors que les problèmes qui se passaient dans le monde x86, il avait quasiment à chaque fois des renvois de balles entre l'équipe système, l'équipe réseau, l'équipe stockage et l'équipe base de données. Et donc toute la question, c'est comment je fais dans le monde x86 pour recréer ce système convergent et recentraliser la responsabilité. Comment je fais pour revenir avec une interface unique pour opérer l'ensemble de ces choses. Et ça, c'est l'une des propositions de valeur d'HP qui peut vous faire d'énormes économies. Donc dans la réduction des coûts d'opération, je rappuie. Un autre point qui est absolument fondamental, c'est comprendre où on perd du temps. On constate que dans les pannes, les arrêts de production, la technologie n'est responsable au sens strict, les pannes matérielles, que pour 10% des arrêts. C'est beaucoup plus souvent des problèmes d'outils d'administration mal exploités. On en revient à ce que je disais. Vous avez différentes équipes qui se passent la balle. Les diagnostics complexes sur incident, renvoi de balle là encore, identification des risques, tout ce qui est mise à jour des technologies. Je ne sais pas si vous le savez, mais chez HP, au niveau de tout ce qui est mise à jour de firmware, on a des outils automatiques qui vous garantissent, avec un versionning, comme vous l'avez sur Windows, de l'ensemble des patchs. Il y a encore un certain nombre de fournisseurs dans le monde x86 qui vous livrent les patchs au fil de l'eau. C'est très complexe à gérer pour vous. C'est beaucoup plus simple pour vous de gérer des lots de patchs comme vous le faites aujourd'hui dans vos environnements Microsoft. Et ça fait partie des choses proposées par HP. Et donc tous ces aspects-là, si vous n'en maîtrisez pas les process, on peut également vous accompagner pour maîtriser ces process. Et c'est vraiment très important pour réduire le coût de possession. Et l'autre aspect, donc, c'est tout l'outillage. Comment je fais pour voir l'ensemble de mon système? Comment je fais pour faire du capacity planning? Je reviens au parallèle avec le mainframe parce que j'aime bien le parallèle avec le mainframe. Et comme je dis toujours à mes clients, ce qui fait la force de vos mainframes, c'est absolument pas la machine. C'est la rigueur de production que vous y mettez et qui est le résultat de 20 ans de maturation. Or ça, rien n'empêche de le reproduire sous réserve d'avoir les bons outils. Est-ce que par exemple chez vous, vous avez des outils de capacity planning? Je reprends le parallèle avec un mainframe. Je ne connais pas une production mainframe où tout ne découle pas du capacity planning. On constate que beaucoup de clients, dans leurs opérations au day-to-day, ne font pas forcément de capacity planning. C'est des choses typiquement sur lesquelles HP peut vous aider. Comment définir un capacity planning, savoir s'il faut racheter d'avance des systèmes, etc. Et vous mettre en place tous les process d'acheminement qui vont vous permettre de gérer ça efficacement sur de l'architecture critique. Donc, autre point, savoir par exemple si vous avez des points qui chauffent.
Aujourd'hui, on a du mal à le concevoir. Alors, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, parce que quand on équipe des salles machines, on parle des KVA, etc. Est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, dans un rack informatique, ce que vous consommez comme électricité, c'est l'équivalent de 4 fours électriques pour faire cuire des poulets? C'est énorme. Aujourd'hui, l'enjeu de la consommation électrique est absolument phénoménal. Ça se monitore. Vous pouvez, ne serait-ce que pour des raisons thermiques, perdre l'ensemble d'un rack. Donc après, vous aurez tous les secours logiciels, mais si vous perdez l'ensemble du rack, c'est grave. Donc comment vous faites pour monitorer qu'il n'y a pas de problème? Je vous conseille d'ailleurs un truc tout bête. Si vous utilisez un fournisseur haut de HP, et en particulier si vous utilisez HP, faites-le aussi, mais vous verrez, il y a une grosse différence. Vous vous amusez, vous prenez votre serveur et vous l'ouvrez. Et vous vous posez la question, mais comment circule l'air à l'intérieur du serveur? En ouvrant les machines de certains fournisseurs, vous allez être très surpris parce que vous ne comprenez pas comment peut circuler l'air. C'est la circulation de l'air qui vous permet que vous avez toujours la maîtrise technique de vos systèmes, que vous consommez moins d'électricité et surtout que les pièces vont moins s'user et vont être capables de vous assurer de la constance dans la durée. Autre point chez HP, on va très très loin. Dans la nouvelle génération de serveurs Gen 8, nos serveurs sont bourrés de capteurs. Résultat, on est capable d'anticiper les pannes parce qu'on est par exemple capable de voir qu'un disque commence à avoir des déficiences et de vous envoyer quelqu'un pour remplacer le disque avant même qu'il soit tombé en panne. Aujourd'hui, de plus en plus, les architectures Microsoft deviennent hyper critiques. Si vous n'avez pas au niveau de l'infrastructure ce type de fonctionnalité pour vous accompagner, vous mettez potentiellement à risque votre production. Et l'autre point, c'est tout l'aspect service d'accompagnement. On est capable d'avoir auprès de vous des gens, alors donc ça c'est des contrats de service qui vont au-delà du simple support réactif, pour vous aider à définir vos processus, vous accompagner et être capable dans une relation plus d'accompagnement, de gérer, vérifier que votre stratégie de patching est au point et toutes ces choses-là. Et l'autre point, c'est qu'on est également capable de vous fournir un interlocuteur de support unique. On a un partenariat avec Microsoft où vous pouvez rentrer dans un modèle où dès que vous avez un problème, qu'il soit matériel ou logiciel, vous n'avez pas à vous poser la question est-ce que je suis dans la zone grise ou je suis. Vous avez un numéro d'appel unique chez HP. On est nous-mêmes réassurés en 3e niveau chez Microsoft où on va être capable de prendre l'ensemble de votre problème pour vous assurer un interlocuteur unique pour la résolution. Et ça aussi, c'est une vraie valeur. Dès que vous commencez à avoir des architectures critiques, c'est important d'y penser. Donc juste pour revenir un petit peu sur les aspects intégrés, on a tout un tas de solutions, je ne sais pas combien de temps il me reste, ouais, je suis au bout, donc qui est assez large sur tous les différents segments et les différents créneaux. Comme je le disais, on travaille beaucoup chez HP sur une notion qu'on appelle la notion de référence architecture. On va définir des best practices de comment équilibrer un système pour avoir le meilleur rapport performance, thermique, efficacité et coût. À partir de ce blueprint, on est capable de travailler avec vous pour voir si on l'utilise en l'état et si vous avez des contextes particuliers qui demandent qu'on l'adapte. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer sur de la livraison intégrée usine, ou si vous avez déjà des racks, on les livre chez vous et on les intègre sur place. Et derrière, vous accompagnez dans la durée. Alors, sur PDW, le modèle est un peu différent, parce qu'on évoque PDW, il doit être dans la liste. Sur PDW, par rapport à ce que je disais, c'est Microsoft qui est l'interlocuteur premier de support, et les appels matériels sont renvoyés vers HP. Sur les technologies SQL Server classiques, si vous voulez un interlocuteur unique, c'est HP qui est le point de contact initial, et on rebascule s'il y a des problèmes 3e niveau au niveau des labs, les choses chez HP. La meilleure chose que je peux dire, c'est appelez-nous et appelez nos partenaires, parce qu'on travaille bien sûr chez HP avec un grand réseau de partenaires, et on sera ravis de vous accompagner sur vos architectures Microsoft, vous aider non seulement à les optimiser en performance, mais également les rendre plus fiables dans l'utilisation dans la durée. Merci. Merci Didier pour ces éclairages sur ce qu'on oublie de voir, hein, c'est qu'il y a quand même des serveurs en dessous de tout ça. Et des réseaux et du stockage. Voilà, donc il y a vraiment tout un tas d'infrastructures. Merci d'avoir assisté à cette keynote. Vous avez une petite pause d'une demi-heure, vous pouvez reprendre un petit déjeuner pour ceux qui en ont déjà pris un, ou prendre un petit déjeuner si vous êtes arrivé un petit peu en retard. Allez-y, café, croissant, petit four, un petit gâteau, parce qu'on a une grosse journée qui démarre avec beaucoup de sessions. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous voir sur les stands, on sera ravis d'échanger avec vous.